Bonsoir à ceux qui sont présents. Je vais juste faire me présenter parce que je suis pas, voilà, je suis pas à l'ADF tous les jours et en tête de gondole. Donc, je suis docteur Marcon, j'exerce en pratique libérale dans un cabinet d'omnipratique au Puy-en-Velay en Haute-Loire, en plein centre France. Pas loin, voilà, en pleine campagne, on va dire, donc bien perdu. Et bah voilà, un des moyens de communiquer avec vous, c'est les ordis, donc vive la technologie. Et puis je suis monté depuis quelques temps, alors d'un nom un peu pompeux, le centre d'implantologie basale. Simplement, c'est un cabinet où on pratique de l'implantologie basale, où je pratique l'implantologie basale au quotidien en fonction des besoins et depuis un certain nombre d'années, puisque je pratique cette technique, pas simplement celle-ci, hein, mais ça fait partie de ma trousse à outils depuis une quinzaine d'années maintenant, oui, une bonne quinzaine d'années. Ma formation était initiale, c'est passé au seul endroit où à l'époque on se formait, c'était à Nice, où j'avais rencontré Dr Scortesi et voilà, par différentes petites conférences dans différents cabinets, puis ensuite à son DU, le DU organisé d'implantologie basale à Nice, qui a duré 2 ans, où je suis sorti en 2007, je crois, ou 2000, dans ces eaux-là, 2005 même. Voilà, et depuis, je pratique, on va dire au quotidien, avec, en fonction là aussi de ce qui se présente et en fonction des opportunités, des possibilités, et surtout des besoins, cette technique d'implantologie basale qui est un peu spécifique et sur lequel aujourd'hui on va essayer d'en voir un peu, un tout petit peu les aspects, vous démystifier cette technique et du moins son abord et sa présentation pour essayer d'avoir un peu des idées un peu plus claires là-dessus et de surtout de tordre le cou à beaucoup d'idées reçues et qu'on entend régulièrement. Mon parcours, il est passé par là, hein, donc c'est peut-être aussi ça qui m'a permis peut-être d'accéder, de m'intéresser à ce type d'implantologie. J'ai fait des techniques conventionnelles, bon, j'en fais encore évidemment, mais je suis passé par ce type de technique avec beaucoup d'implants, avec des greffes, avec des soulevés de sinus, avec des implants lames à l'époque, avec des implants aussi, voilà, vous voyez ce type de traitement, avec des lames de Miche à l'époque. Le seul intérêt de ces diapos, c'est que d'abord, c'est des cas qui sont toujours au cabinet en maintenance et qui n'ont quasiment pas bougé à part quelques réparations, quelques modifications à gauche, à droite, mais l'essentiel est resté tel quel, avec une ostéo-intégration parfaite de ces techniques. Par exemple, des sous-périostés de l'époque aussi. Voilà, cette dame, j'ai changé les O-rings il y a encore 15 jours pour la énième fois, et voilà, et c'est toujours en place. Et ça n'a pas bronché. C'est l'intérêt de montrer ça, c'est pas voilà, de faire tout d'un coup de la nostalgie, mais c'est simplement de montrer que voilà, il n'y a pas que des implants avec un forêt calibré dans l'axe axial, etc., avec tel ou tel état de surface qui serait vraiment le seul implant et le gold standard vraiment qu'il faut mettre à toutes les sauces. Et que beaucoup de choses marchent si elles sont connues, si elles sont bien menées, si elles sont bien apprises, si dans des mains un tout petit peu expertes et qui ont les bons gestes, on peut faire de belles choses avec des choses tout à fait différentes. Et même, je vois aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a des techniques de ce style qui reviennent un peu au goût du jour avec des nouvelles technologies. On parlait l'autre jour récemment là, d'une réunion à Clermont, à Clermont-Ferrand, avec des docteur Poitras, par exemple, au Canada, qui fait encore des sous-périostés avec des techniques de scan et des modélisations de scan, etc., et qui sont passionnantes et qui permettent de remettre au goût du jour ces anciennes techniques. Donc, il faut être ouvert, il faut être open là-dessus, il faut essayer d'avoir les oreilles bien grandes ouvertes et les yeux grands ouverts aussi sur tout ce qui se fait, parce que on a toujours à apprendre des autres et on a toujours à apprendre de certaines techniques. Ce qui m'a permis peut-être ce qui m'a fait passer, m'a fait intéresser aussi à la basale, c'est par exemple ce genre de situation où ce cas clinique a été traité au maxillaire supérieur en particulier, que vous voyez là sur les scans à gauche, avec l'état de résorption qu'il y avait, avec des anciennes techniques de greffe iliaque.
et pose d'implant racine dans la greffe iliaque avec une temporisation qui s'est faite sur du long terme pendant plusieurs mois, avec l'absence d'appareillage par-dessus pour pas abîmer les greffes, etc., etc. Ça a été très long, ça a été très pénible pour la patiente. Elle a été une patience inouïe, mais c'est le genre de technique et c'est le genre de situation qui souvent nous pousse à aller chercher des choses beaucoup plus simples, à essayer de vraiment d'être beaucoup plus efficace et d'être dans un rapport bénéfice-risque pour le patient qui soit beaucoup plus favorable. Et donc, je me suis intéressé, et un peu par hasard d'ailleurs, hein, à l'occasion de rencontres, à d'autres techniques. Donc ça, c'est une dame qui a toujours, ça n'a pas été un échec, donc c'est pas, quand je suis en train de parler de ça, je suis pas en train de mettre en parallèle comme s'il y avait une bonne technique et une mauvaise. Mais voilà, ça a été très lourd à suivre pour moi, ça a été très lourd pour la patiente, et donc on a tendance à aller aujourd'hui quand même, et comme avant, si j'avais eu ces techniques avant, je l'aurais sûrement traité en basal, de chercher des substitutions, des techniques de substitution pour être plus efficient. Alors de quoi parle-t-on un peu dans l'implantologie basale? C'est pas une implantologie de base au sens où ce serait pas voilà le premier type d'implantologie qu'on peut faire. C'est vraiment basal au sens de l'os basal, c'est-à-dire qu'on va travailler et c'est l'élément essentiel dont on va parler en implantologie basale, c'est qu'on va vraiment travailler sur l'os natif du patient. C'est vraiment la grosse, je crois qu'il faut aussi retenir ça. S'il y avait une chose à retenir ce soir, c'est ça, c'est le fait que l'essentiel de cette pratique est lié au travail sur l'os natif du patient et non pas sur un os qu'on va régénérer, qu'on va recréer pour ensuite faire de l'implantologie dessus, mais essayer de travailler, vraiment en symbiose avec le propre tissu osseux du patient que l'on va peut-être améliorer en termes de qualité, que l'on va peut-être améliorer en opératoire avec des, entre guillemets, greffes de biomatériaux, de choses comme ça, pour améliorer le terrain et faire en sorte que nos implants soient encore mieux acceptés. Mais l'essentiel, c'est qu'on travaille sur l'os natif du patient. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Parce que quand vous avez des atrophies osseuses peu importantes ou relativement importantes, on peut toujours trouver en effet des traitements de substitution par de la ROG qui fonctionne, par voilà, tout un tas de techniques ou des implants plus ou moins étroits, etc., qui vont marcher. C'est pas le problème. Ça peut, si le traitement est bien mené, si l'indication est bien menée, il y a pas de souci là-dessus. Mais sur des atrophies osseuses, comme vous allez voir sur certains cas qui sont quasi terminales, vous avez vraiment une trousse à outils là, qui devient de plus en plus étroite et sur lequel vous n'avez pas beaucoup de moyens pour intervenir et vos moyens d'intervention sont quand même limités pour essayer de proposer quelque chose aux patients. Donc cette chirurgie, elle est certes encore, faut bien l'appeler une chirurgie de confort encore, hein, parce qu'on a toujours moyen de faire autre chose que cette implantologie-là. Il faut toujours proposer des choses encore plus simples, hein, jusqu'à l'appareillage complet d'ailleurs, qui peut être une alternative toute bête, même dans un premier temps. Mais elle est quand même, dans beaucoup de cas, elle est réparatrice, fonctionnellement réparatrice, pas automatiquement esthétique, même si ça doit être le plus esthétique possible. Mais la fonction primaire, le but premier de ce type de chirurgie, c'est avant tout d'être réparateur pour des gens qui sont, que je considère, enfin que l'on considère, nous, quand on pratique ça, comme des handicapés buccaux, parce que c'est des gens qui ne supportent plus leur prothèse, qui ne peuvent plus avoir de fonction vraiment masticatoire évidente, qui ont une vie sociale alternée à cause de ça, voilà, et qui vraiment sont en demande forte d'une alternative à leur prothèse amovible. L'implantologie basale, comme l'implantologie classique, n'a pas de contre-indication particulière, si ce n'est moi j'appellerais ça une contre-indication générale, qui est toutes les maladies qui peuvent altérer la vascularisation, parce qu'on va compter sur la vascularisation essentiellement intra-osseuse et gingivale pour améliorer le site osseux et la cicatrisation de nos implants. Donc, pas beaucoup de contre-indications à l'implantologie aujourd'hui, si ce n'est vraiment souvent, ça paraît peut-être provocateur de dire, mais c'est souvent c'est le patient qui va édicter quasiment lui-même sa contre-indication ou pas. C'est sa motivation à avoir ce type de chirurgie qui va être le frein ou pas le frein à ce type d'intervention. Quelqu'un qui aurait même une maladie assez importante, mais qui a une vie complètement dégradée et qui vraiment, malgré les risques,
qu'on peut prendre veut bien tenter ce type de chirurgie parce il en estime vraiment en avoir besoin et qu'il prend le risque, c'est vrai que le risque, il est pris essentiellement par le patient. Alors, faut-il le suivre, mais moyennant quelques informations médicales importantes, évidemment, se mettre en relation avec les médecins, les cardiologues, etc. Mais la vraie décision, elle appartient quand même au patient dans la mesure où c'est lui qui décide du rapport, du risque qu'il prend par rapport à ce type de chirurgie, et qui sont d'ailleurs des risques minimes, hein, comme on verra, ça fait partie aussi des chances de ce type de chirurgie, c'est que de ce type d'implantologie, c'est qu'elles sont peu iatrogènes, et que finalement une implantologie qui ne fonctionnerait mal ou qui aurait des chirurgies qui seraient vraiment en difficulté, où on serait en difficulté, on peut très bien les déposer sans souvent beaucoup de dégâts osseux et sans beaucoup de gêne derrière. Et surtout avoir une possibilité de réintervention qui sont souvent fréquentes. Les contre-indications, elles sont souvent locales et individuelles, hein. Paradoxalement, ça paraît comme ça un peu bête de le dire, mais c'est simplement des fois l'ouverture buccale. Une ouverture buccale très réduite, avec des tensions musculaires énormes, fait qu'on a un accès qui va être difficile. Et en implantologie basale, on a besoin d'avoir un accès buccal qui soit vraiment très large. Il faut passer des instruments un peu grands, il faut les passer dans des angulations assez importantes. Et donc l'ouverture buccale, tout bêtement, peut être déjà une limitation à ce type d'intervention. Donc la première consulte, c'est déjà de voir un peu, de tester tout ça et savoir si on peut intervenir ou pas. Après, je dirais, il y a l'aspect psychologique aussi, parce que c'est quand même des chirurgies qui peuvent être lourdes au cabinet. Donc, il faut un suivi du praticien, suivi du patient et une acceptation du patient qui soit quand même importante, avec de bonnes explications sur le pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer derrière si ça ne se passe pas tout à fait comme on voulait. Donc, il faut quand même une adhésion du patient qui soit, certes, vous allez me dire, comme les autres types d'implantologie, mais peut-être encore un peu plus fort pour celle-ci. Après, contre-indication du praticien, mais ça, si vous faites de la basale, bon, c'est pas un problème, sauf qu'il faut savoir jusqu'à quel niveau on est formé, jusqu'à quel niveau on peut se lancer dans ce type de chirurgie, savoir nos propres limites techniques, sur le suivi, sur, les capacités du cabinet à s'organiser pour ça, et cetera. Ça fait partie aussi des conditions pour exercer la basale dans de bonnes conditions. Vous m'interrompez, enfin, je crois que, je sais pas, il n'y a pas le son je Alors, sais pas, les ils ont le micros, son ou pas? Parce qu'à la rigueur, ils peuvent aussi m'interrompre en cas dans la conf, hein. Ça reste une conf, voilà, tout à fait ouverte et sans. alors ils ont juste à se démuter pour parler, mais tous les micros sont coupés là actuellement. D'accord. Voilà. Bon, voilà par exemple une différence entre un os, deux mandibules, entre un os alvéolaire, entre une mandibule peu résorbée ou pas du tout résorbée, évidemment, puisqu'elle est dentée, et une mandibule qui est très résorbée. Voilà. Donc à gauche, en cas de manque de dents, on va faire de l'implantologie conventionnelle alvéolaire, alvéolo-basale, mais alvéolaire essentiellement. À droite, on n'est plus dans l'os alvéolaire, on est dans l'os basal du patient qui est très corticalisé, donc ça demande des chirurgies qui sont différentes et des appuis qui sont différents. Voilà le type de radio et de scan sur lequel on va pouvoir, et de modélisation sur lequel on va pouvoir travailler en basal. Vous pouvez voir l'émergence des nerfs, des nerfs dentaires inférieurs là, sur la tête de crête. Vous pouvez voir au niveau par exemple de 44, là, 34 et 44. Et vous pouvez voir en bas à gauche, voilà, le type de résorption par rapport à l'accès, le nerf dont on voit le trajet juste en dessous, la corticalisation importante de la mandibule et l'anatomie de cette portion qui fait qu'on ne peut pas dans ce cas-là faire de l'implantologie conventionnelle, si ce n'est à greffer vraiment des grosses quantités osseuses, qui m'a toujours paru très difficile sur ces zones. Et on va avoir des outils en implantologie basale pour ce type de cas. Pareil pour le maxillaire supérieur, vous voyez qu'en face, dans la même zone supérieure, on a une résorption alvéolaire et osseuse qui est très importante, avec une crête très fine, peu large, assez corticalisée, mais avec très peu de matière et très peu de marge de manœuvre. Voilà sur le type de situation sur lequel on va pouvoir travailler, en partie en implantologie basale extrême. On va pouvoir travailler sur des os un peu moins résorbés que ça, mais on peut être amené à travailler sur le type de tissu osseux.
Voilà, par exemple, dans des zones, par exemple, de secteur 1 au niveau 14-15, 13-14-15, vous voyez en bas à gauche le type de crête qu'on peut avoir. Voilà, là, il est hors de question de mettre un implant axial ou alors à greffer, faire des greffes d'apposition, avec tout ce que ça implique en termes de temporisation, de difficulté du cas, de taux de réussite. La basale va pouvoir permettre, dans un traitement global, de pouvoir, euh, plus ou moins global, sectoriel ou global, de pouvoir gérer ce genre de situation. Voilà, sur la partie, par exemple, sur une zone de 16, vous voyez les deux zones qui sont concernées, avec tout d'un coup des appuis osseux corticalisés, en particulier apophyse-zygomatique qui apparaît, là, sur tout le pan vestibulaire sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Alors, quels sont rapidement, après, on essaiera de. Voilà, je ne veux pas vous embêter avec des parties techniques, théoriques, parce que ce n'est pas l'objet de tout ça, parce que ça nécessiterait beaucoup, beaucoup éventuellement d'heures de travail. Mais il y a des choses essentielles à comprendre en implantologie basale. Donc, l'activation de cellules souches à l'aide d'ostéotenseurs. Les ostéotenseurs matriciels sont une technique qui permet de stimuler le tissu osseux, de le revasculariser, de potentiellement créer des micro-fractures à l'intérieur de ce tissu osseux. Et c'est une sorte de, si vous voulez, de nous qui sommes ici au Puy, dans un pays rural, où on voit beaucoup de champs qui sont préparés avant d'être semés. C'est un peu un labour un peu du tissu osseux. C'est une préparation du tissu osseux pour recevoir de façon optimale vraiment des implants, avoir une capacité de cicatrisation qui soit optimale. Donc on renforce par cette activation, qui sont des sortes de micros, comme des aiguilles, des micros, pas micro-aiguilles, mais elles font je crois, un 2 de large. C'est des espèces d'instruments comme des pointes, comme des pointeaux, qui vont permettre de, quelques semaines avant, selon un certain type de protocole, de densifier le tissu osseux, de le réactiver et de redonner à ces tissus qui sont très résorbés une capacité de cicatrisation. Donc ça, c'est une technique qu'on fait quasiment en permanence dès qu'on fait de la basale. Ça demande très peu de temps, c'est sous anesthésie locale, c'est une sorte de micro-stimulation du tissu osseux, comme ça, avec des impacts un peu d'un matériel qui est soit manuel, soit au bout d'un contre-angle, avec des instruments euh, qui se mettent sur contact à certaines vitesses. Mais ça, bon, après, il faudra voilà, rentrer dans plus de détails dans d'autres webinars ou aller directement à la source pour voir un peu pour avoir le détail de tout ça. Mais l'essentiel, c'est une partie essentielle du travail en implantologie basale, de cette préparation des supports. L'implantologie basale, elle se base aussi sur l'appui sur des piliers, les piliers principaux de la face, hein, qu'il soit au maxillaire ou à la mandibule, mais surtout au maxillaire, c'est les piliers canins, c'est les piliers zygomatiques, c'est le pilier ptérygoïdien, et en bas, c'est le trigone rétromolaire et la symphyse. Donc ça, c'est les zones d'os basal qui vont nous permettre, qui vont vraiment être les zones d'appui de tous nos implants. Vous verrez sur certaines diapos, je vous les montrerai, et c'est vraiment ces piliers qu'il faut aller chercher. On fait de l'implantologie basale quand on va s'appuyer, s'ancrer sur cet os basal. Ces ancrages, ils sont multicorticaux, c'est-à-dire qu'ils doivent être multiples, que ce soit postérieur, antérieur, de multiples façons. Vous verrez qu'avec le type d'implant qu'on utilise, et on va pouvoir un peu s'adapter de façon un peu, j'allais dire, comme une, comme un 4x4, une voiture 4x4 va s'adapter au terrain. On va pouvoir un peu se choisir notre implant en fonction du site. Essentiellement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il faut obtenir évidemment une stabilité de ces implants. Ça va être essentiel d'obtenir une stabilité primaire. Et ça va être tout autant essentiel d'utiliser des suprastructures prothétiques, qu'on appelle souvent, nous, dans notre jargon, des fixateurs externes, comme un peu en orthopédie, où c'est quasiment, je vais presque la provoquer aussi, c'est quasiment la prothèse qui va tenir nos implants. Ça ne veut pas dire que les implants sont mobiles, mais plus les cas cliniques seront difficiles, plus la mise en charge immédiate sera indiquée, et plus la rigidité de notre fixateur qui est la prothèse va être importante pour solidariser et créer une espèce d'effet de bloc sur ces implants et les solidariser entre eux pour vraiment entraîner une sorte de fonction multiple ensemble de tous ces implants et de la prothèse.
Donc ça, c'est important. Important aussi d'utiliser une connectique plane. Alors, elle peut être combinée à des connectiques type pilier multi-unit de ce type-là, évidemment. Vous verrez des cas où il y a un mélange des deux, mais simplement la connectique plane va nous permettre d'anguler énormément nos implants parce que vous verrez qu'un implant ptérygoïdien, par exemple, va être énormément angulé par rapport à l'axe dentaire des autres dents. Donc, de par ces considérations anatomiques, on aura une inclinaison du ptérygoïdien qui va nous obliger à avoir une connectique plane pour pouvoir justement pouvoir visser ces prothèses en s'affranchissant de ces angulations très différentes entre les parties postérieures, antérieures et entre différents implants. Donc ça, c'est essentiel aussi à savoir. Voilà à quoi ressemble par exemple une image 3D là, de reconstituer de ces piliers, par exemple au maxillaire supérieur. Vous pouvez voir, alors, je ne sais pas si on voit ce que je peux, oui, voilà, je fais avec la souris. Vous pouvez voir par exemple ici qu'il y a deux implants axiaux dans les piliers juste de l'épine nasale antérieure, là, il y avait assez tissu osseux pour s'ancrer de façon classique avec deux implants axiaux. Par contre, ces deux implants sont des implants qui, vous voyez, qui sont vissés dans le pilier canin, c'est-à-dire le long des fosses nasales ici. Et on ne le voit pas bien ici, mais c'est des implants qui vont se remettre ensuite sur la partie postérieure, sur la partie palatine, et qui vont enchasser le maxillaire comme un peu une selle de cheval, et avec une émergence qui va arriver ici dans le couloir dentaire. Plus ou moins dans le couloir dentaire, mais le plus possible dans le couloir dentaire. Pareil ici, autre pilier canin, donc deux piliers canins. Vous voyez ici le pilier zygomatique. Là, on va vers le zygoma en s'appuyant vraiment sur cette partie ici qui est très dense, avec des petites vis d'osséosynthèse. Et pareil ici, vous pouvez le deviner, c'est une sorte d'implant plaque ou avec l'émergence ici, qui se fait en général en 16 ici, en 26 de l'autre côté. Et de l'autre, ici à la fin, vous voyez ici, là-bas on le devine, on ne le voit pas bien ici, on doit le voir, non, il est masqué, l'implant ptérygoïdien qui est là. Voilà. Donc on a essentiellement, vous voyez, de l'épine nasale antérieure ici, si on a du tissu osseux qui peut être utilisé avec des implants axiaux, les piliers canins de la face, ici, les piliers zygomatiques, les piliers ptérygoïdiens. La cavi- la- le crâne étant fait essentiellement de cavités, que ce soit, vous voyez, on les voit un peu les deviner, hein, puisque là, c'est les deux sinus maxillaires, là, les, les fosses nasales. On a essentiellement les sinus frontaux derrière, les cavités orbitaires, etc. On se retrouve finalement dans les cas de résorption avec très peu de tissu osso-alvéolaire, ou quasiment pas, et simplement les piliers de la face d'os basal qui restent. Voilà, c'est les piliers du crâne. Ça va être nos appuis. On les retrouve là de façon un peu schématique, pas schématique, mais des implants qui ont été posés comme ça sur une reconstitution. Vous voyez que de nouveau, vous avez un implant antérieur sur l'épine nasale, les piliers canins que vous voyez ici en vue supérieure, là en vue frontale, avec bon, un seul œillet, mais vous avez des implants qui peuvent aller se visser ici, dans ces zones-là. Voilà ce positionnement ici, et la partie zygomatique ici, dont vous retrouvez le schéma qu'on a vu là à l'instant, avec les petits œillets qui servent à mettre les vis d'osséosynthèse, les parties palatines qui sont à l'intérieur, et tout au fond ici, les deux implants ptérygoïdiens, dont vous voyez les angulations qui sont très différentes par rapport aux autres. D'où l'intérêt des connectiques planes pour remettre ensemble toutes ces émergences prothétiques. Vous les retrouvez sous forme de scan chez des gens qui ont été opérés. Vous voyez ces petites, là le ptérygoïdien, là les petites dysociosynthèses, et on évite finalement les parties, toutes les parties creuses de la face, les zones aériennes. On peut, dans la mesure où vous avez de la place pour mettre des implants axiaux, évidemment, vous pouvez mettre des implants axiaux. Il n'y a pas de, voilà, on combine avant tout les deux, dans la mesure où il faut lire simplement le terrain et s'adapter au terrain. Voilà, par exemple, des implants de 10 qui ont été retrouvés sur une patiente sur laquelle il y avait eu une dissection. Voilà, des implants 10 qui ont été plus de 20 ans ou 30 ans après la pose, je crois. C'est Gérard qui avait eu la chance de pouvoir voir ce cas clinique, de retrouver ce cas clinique. Bon, dans pas de très bonnes conditions, mais enfin voilà, vous pouvez voir le matériau de substitution qui avait été mis à l'époque et la bonne intégration des implants disques 20 ans ou 30 ans après. Je crois que c'était une trentaine d'années après la pose.
Donc voilà des implants disques en insertion latérale qui font partie des outils de basal qui permettent d'ancrer dans des crêtes fines un certain type d'anatomie et qui permettent eh ben, de proposer aux patients des prothèses fixes. Bon, là-dessus, je continuerai pas là, sur cette diapo parce que c'est physique ou numérique, c'est au niveau des empreintes. Vous voyez le type d'empreinte qu'on peut faire à gauche. Alors même si le numérique aujourd'hui prend un essor fantastique et qui est un outil fantastique qu'on utilise évidemment au cabinet, il faut quand même penser que pour des techniques pour ce type d'implantologie, sur des cas complexes, en mise en charge immédiate, on fait encore appel à de l'implant à des prises d'empreintes physiques. Alors après, le traitement peut être scanné, et cetera, hein. On n'est pas dans des coulées maintenant en cire perdue, même si ça peut encore se faire. Mais, on peut usiner des barres de différents matériaux. Mais l'empreinte elle-même reste encore en mise en charge immédiate sur des cas complexes où on a 10 implants, 9 implants, avec des petits rigots, avec des zones un peu quand même qui sont un peu tuméfiées en post-opératoire et assez, avec beaucoup de liquide, physiologique, sanguin, post-chirurgical. On a encore des difficultés à faire du numérique. On peut y arriver, mais quand vous avez opéré quelqu'un pendant 3 heures et cetera, souvent, vous choisissez la technique la plus fiable, que vous maîtrisez le mieux, sur laquelle vous êtes le plus rapide, et pour vous et pour le patient. Donc ça reste encore il faut encore savoir faire des empreintes physiques conventionnelles, au silicone, à l'alginate, qu'importe, ça c'est encore un autre débat, en fonction des gens, mais c'est encore ça qu'il faut savoir faire. Bon, je passe là-dessus, simplifier les procédures, c'est un des avantages de l'implantologie basale, elle simplifier les procédures chirurgicales parce que avant tout, on évite les chirurgies préimplantaires qui sont difficiles, qui sont longues, qui sont iatrogéniques. Donc c'est avant tout une des indications pour l'implantologie basale, évidemment. Les implants, on va les détailler, vous pouvez après aller voir le site de Visi Implant pour en avoir un détail. Les disques implants, les doubles disques implants avec des cutters calibrés, des disques implants à plaque ostéosynthésée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la radio, donc ils sont bloqués par des petites vis d'ostéosynthèse. Des Fratex, ils sont des implants plus fins, qui sont de différentes longueurs, plus ou moins avec une technique oblique aussi. De l'implant fractal ptérygoïdien en 16 ou en 19 qui va être utilisé justement essentiellement pour le ptérygo. Et puis ensuite tout un autre type d'outils, tout un panel d'outils, prothétiques, les piliers monoblocs PMOI et une instrumentation spécifique chirurgicale qui va être adaptée à ce type de chirurgie. Bon, tout ça, on ne va pas rentrer dans le détail, ça reste, voilà, des explications que peuvent donner Alexis ou ses collègues, ou les commerciaux ou sous forme d'autres contacts qu'on peut avoir éventuellement. Il y a pas de problème pour en parler, mais ça serait trop long pour en faire pour en faire la liste. Voilà rapidement, le type d'implant disque classique conventionnel qu'il faut connaître, j'allais dire, qui est une insertion donc, qu'il faut comprendre que ces disques sont à insertion latérale et non pas à insertion axiale. Donc ce sont des on va faire on va préparer dans le tissu osseux non pas un axe de forage, mais vraiment un cut, ce qu'on appelle un cut avec une instrumentation spécifique, un cutter, qui est comme un disque diamanté et qui va venir préparer un lit osseux latéralement pour pouvoir impacter ce type d'implant. Avec, vous voyez, l'émergence en haut qui est une émergence prothétique de 4-5 millimètres et tout le reste du fût et du disque que vous voyez en bas toute cette partie-là doit être essentiellement endo-osseuse, le plus possible endo-osseuse. Et à ce moment-là, on a sur une crête qu'on peut représenter comme celle-ci, on va avoir une insertion qui va partir de 1 en 3 comme ça, et qui va être latérale, et qui va permettre de poser comme ça, d'avoir un appui tricortical de l'implant, puisqu'il va s'appuyer sur la corticale ici occlusale et la corticale linguale. Par rapport à un implant 10 qui va être, lui, avoir simplement euh, un axe, euh, un axe d'insertion en tête de crête. Ça, c'est vraiment l'implant basique d'implantologie basale. Il a été fait après sous forme de double disque, donc c'est la même chose, sauf que vous avez deux disques qui sont l'un sur l'autre. Il y a eu des trois disques à l'époque qui ont été abandonnés parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'utilité. Et ensuite, a été mis au point la plaque qu'on va voir après sur d'autres diapos. Voilà la plaque que vous voyez à gauche, par exemple, qui est un implant en titane grade 2 et qui va être, c'est celle que vous avez vue sur les images tout à l'heure, et qui va être un peu, je vais dire,
mise à la forme du patient, qui va être plutôt vraiment un implant qui va être vraiment personnel, j'allais dire, fait sur mesure, quasi, puisqu'il est adapté vraiment à l'anatomie du patient. Voilà, par exemple, à gauche, un cutter en action sur une turbine, où on va avoir une insertion latérale un abord latéral de la crête osseuse. Et une fois que ce disque aura été bien positionné, qu'il aura vraiment fabriqué une logette pour ce double disque, et bien nous allons impacter avec des impacteurs, avec un petit maillet, tout bêtement, comme un bon menuisier, impacter cet implant dans sa loge osseuse. Voilà, c'est pas un axe central. Simplement, on va profiter de toute la hauteur et de toute la largeur du tissu osseux et non pas de son épaisseur. Puisqu'en général, quand on met ce type d'implant, c'est parce qu'on a très peu d'épaisseur. Je ne veux pas vous parler golf, même si c'est une passion, simplement, c'est une petit jeu comme ça, amusant pour dire simplement que quand on fait un parcours de golf, on est un peu dans l'implantologie basale au sens où vraiment on est permanence en train de s'adapter, de déjouer des pièges qui peuvent être des pièges anatomiques, qui peuvent être la densité osseuse, sa forme, on doit s'affranchir d'obstacles, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe, par-dessus et ben, des fois, un sinus, il faut qu'on passe à côté, il faut on a une dent qui finalement où il reste un bout de racine et ben, il faut l'extraire ou s'en servir ou, greffer par-dessus et cetera. Enfin, il faut s'adapter à tous ces obstacles. Il faut vraiment se les tous les apercevoir, tous en connaître les dangers ou les impossibilités d'agir et puis vraiment agir en conséquence et prendre le bon outil. Il faut savoir des fois prendre des risques, des fois un peu moins, toujours avoir des gestes sûrs, toujours avoir une sécurité dans la gestuelle et dans la prise de décision. Avoir une stratégie de jeu, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser au coup d'après. Le coup d'après étant la prothèse, c'est-à-dire que le but étant avant tout la prothèse. Il ne faut pas mettre des implants basaux n'importe comment. C'est pas parce que vous avez une base de tissu osseux à tel endroit qu'il faut à tout prix que l'implant soit dans cette position ou dans cet axe. Il faut vraiment adapter votre chirurgie en fonction de la prothèse qui va être réalisée, souvent en mise en charge immédiate. Donc vous allez prendre l'empreinte et le lendemain, le surlendemain, il va falloir poser votre prothèse. Donc il n'est pas question de s'être trompé on peut se tromper d'un quart de millimètre, mais on ne peut pas se tromper de 2 centimètres, à savoir à mettre l'implant qui est complètement en dehors du couloir prothétique. Donc à la fois, il y a très peu de tissu osseux, mais à la fois le peu qu'il y a, eh ben, il faut savoir aussi pour avoir un axe dentaire et avoir un couloir prothétique et avoir une vision prothétique de la chirurgie. C'est pour ça que souvent, on est à la fois des chirurgiens dentistes, prothésistes. Quand on fait ce type d'intervention, on est un peu, et même beaucoup, j'allais dire, on est avant tout presque des prothésistes. Choix des clubs, eh beh, c'est le choix des implants, hein, adapter, prendre le bon implant pour le bon coup, pour le bon endroit, pour la bonne indication. Donc ça fait partie, voilà, comme je choisis mon club de golf, je vais choisir un peu l'implant. Ce matin, pour vous dire, par exemple, un exemple, je devais poser une plaque comme ça sur une zone 26 pour un patient qui était en encastrement, unilatéral sur le secteur 2. Il manque 25, 26, 27. On devait poser une plaque avec un ptérygo, et ben on a finalement à la fin, j'ai engagé 2 petits implants de 8. On avait fait une bonne séance d'ostéotenseur, donc on avait une bonne densité osseuse et on a pu poser 2 implants de 8 dans des endroits, voilà, bien ciblés et un implant ptérygoïdien. Donc on a changé au dernier moment notre technique pour une technique plus simple. Alors la conséquence, c'est qu'il faut avoir un certain stock quand même au cabinet. Faut pas avoir peur de faire certain nombre de commandes d'implants pour pouvoir justement passer de l'un à l'autre. Il faut apprendre, comme on apprend au golf, eh ben, il faut apprendre ce type de chirurgie. Et puis il faut s'entraîner, il faut en faire beaucoup. Et il faut se louper aussi, il faut avoir quelques échecs, il faut pouvoir remettre l'ouvrage sur l'établi. Quelques cas cliniques à vous montrer, on va essayer d'aller, je ne sais pas quelle heure il est, faut pas trop que je me on pourra essayer d'aller vite et puis rester peut-être sur un ou 2 cas qui peut un peu plus, entraîner des questions. Voilà un secteur 3 qui a été, opéré en basal au sens où on a mis alors 2 fratex. Les fratex les premiers implants sont pas en réalité, sont pas de la basale, c'est simplement des implants qui sont étroits, des implants qui font 3,6 d'émergence, mais qui font jusqu'à, je crois, alors là, Alexis, tu me rediras, mais la pointe, c'est comme des clous au BHV, un tout petit peu, hein, donc la pointe est très aiguisée.
Et c'est souvent des implants qui sont utilisés pour faire des expansions osseuses sur des crêtes à peu près qui font jusqu'à, on va dire, minimum 3 millimètres. Si c'est bien préparé avant, on peut poser ces Fratex sur des crêtes de 3 millimètres et ça permet de faire une expansion osseuse latérale et d'avoir une bonne intégration de ces implants. Et derrière, en 6, il a été posé un petit disque associé, donc transvissé, et on a associé ça avec à la fois du scellé et du vissage. Je ne peux pas vous dire pourquoi à l'époque, on aurait pu sûrement faire deux piliers vissés devant. C'est la hauteur des piliers est des fois un petit problème parce que les PMOI qu'on met sur ces implants font c'est des PMOI 2. Il y a 2 millimètres de transmuqueux, ils sont des fois un peu hauts sur le plan esthétique, ça peut être gênant. Donc ça arrive souvent qu'on ait des piliers comme ça scellés et qu'on mélange du scellé et du vissé. Si c'est bien fait, ça marche très bien. Si c'est bien contrôlé au niveau prothèse. Voilà un autre cas où on a mélangé un Fratex de l'implantologie axiale du côté secteur 3 et un double disque, un simple disque du secteur 4. Voilà, ça c'est une adaptation un peu au terrain. Voilà une autre cas sur un secteur 2 sous-sinusienne où on a évité une greffe osseuse sous-sinusienne, où j'ai posé deux petits disques qui ont été bloqués par des petites vis d'osséosynthèse qui leur ont permis d'avoir un bon ancrage primaire. Et ensuite, alors on ne peut pas appeler ça un ptérygoïdien, c'était dans l'axe ptérygoïdien, c'est plutôt un tubérositaire, on va dire. On a relié un tubérositaire avec deux implants disques pour faire ce petit travail sectoriel. Voilà une situation encore sectorielle qui a fini avec un ptérygoïdien, un disque implant à plaque au niveau 26-27, un implant axial en 25 et la liaison avec une 24 qui était abîmée, qui était à couronner et qui a été couronnée et j'ai pu mélanger et ça marche très bien. Ça peut paraître assez paradoxal, ça aurait pu sûrement marcher, éviter la 4 liée. Voilà, la liaison parodontalement saine, solide, sûre avec des implants marche très bien et souvent nous permet d'avoir une sécurisation du système. Moi, ça me sécurise assez d'avoir ça et ça marche très bien. J'ai jamais eu trop d'échecs, pas d'échecs là-dedans. Ou alors les échecs qu'on a, c'est des fois des caries sous la dent plus que des problèmes sur les implants. Voilà une situation, vous voyez, où on a mélangé un peu. Vous vous apercevez que voilà, on a ouvert un peu la trousse à outils là sur le secteur 1, hein, puisqu'on a un double disque, on a un Fratex, on a un Fractal 375, on a un simple disque et on a un implant ptérygoïdien. Donc on a mélangé tout ça pour faire du transvissé et avec des piliers adéquats et grâce au connecting plan de pouvoir mélanger tout ça. Bon là c'est un ancien cas, ça c'était la mise en charge qui était différée. Voilà une situation maxillaire supérieure avec une mise en charge immédiate sur ce cas-là à l'époque, avec eh ben, des implants axiaux antérieurs, un disque, une plaque et deux ptérygoïdiens. Et bah, ce cas est toujours. Alors autant en bas, il y avait eu un cas de. Vous voyez, ça, c'est en bas, par contre, c'est un cas d'échec où j'avais essayé de poser une plaque en secteur 4 ou secteur 3. Je crois non, c'est secteur 3 où il y avait eu un échec de plaque. Et bah, je m'en suis sorti avec un implant oblique là en position 35. Il y avait une fracture d'un pilier. Vous voyez, la fracture d'un pilier ici de cet implant qui est finalement pas utilisé que j'ai pas démonté pour éviter beaucoup de conséquences osseuses. Et finalement, on a refait une prothèse transvissée plus conventionnelle sans avoir d'implant ici d'appui. J'aurais aimé qu'il y ait un appui un peu plus postérieur sur les deux. Alors là, je n'ai pas le souvenir de cette zone. Je ne sais plus ce qu'on avait fait sur cette zone. Je n'ai plus le souvenir, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi c'est comme ça? Voilà juste le schéma d'un implant plaque, d'un disque implant à plaque ostéosynthésé mandibulaire. Voilà, une plaque, c'est la même qui sont utilisées au maxillaire supérieur. Simplement, au lieu de les mettre comme une selle de cheval, on va les mettre le long de la ligne oblique interne et on va profiter, avoir un lambeau assez large au niveau mandibulaire pour pouvoir avoir des supports qui sont très rétromolaires, très postérieurs. Et on va adapter nos vis synthèse au volume osseux et ça nous permet d'avoir un appui dentaire postérieur qui est positionné en 36-37 et de pouvoir poser
un petit bridge hybride là aussi avec une dent implantée, une dent naturelle qui était déjà couronnée et un implant. Vous voyez là, vous pouvez voir l'échec d'un petit implant disque qui a été un échec à l'époque. Je ne l'ai pas remis, on aurait pu le remettre, hein, on aurait pu faire on s'en est en accord avec la patiente parce que on s'en est aperçu en fin de traitement. Au moment de la prothèse, au moment de la prise d'empreinte, finalement, on a opté pour faire un bridge en prenant une dent naturelle et en faisant un petit bridge entre dentaux, implantaux portés. Voilà, ça, des petites, ça arrive, hein, c'est pas que on n'a pas que des réussites, on a aussi des échecs comme ça. Quand c'est un échec en début de traitement, eh ben, on le gère, on refait l'implant assez rapidement, hein, on peut le repositionner, on peut changer un peu notre technique. Quand c'est au moment de la prise d'empreinte, au bout de 3 4 mois, et tout d'un coup, il y a ou plus, plutôt 4 5 mois, et qu'on s'aperçoit de la mobilité, de l'implant, de la non-tenue, qui n'est pas automatiquement très douloureuse. Ouais, c'est des fois les patients viennent de façon très fortuite. On s'en aperçoit fortuitement, et ben là, à ce moment-là, on a fait autre chose. Voilà un cas de disque à plaque, donc ostéosynthésé sur une mandibule atrophié sur lequel on a cherché des appuis postérieurs pour équilibrer sa prothèse supérieure au mieux. Donc implant axiaux mandibulaire symphysaire, plus de traitement de plaques postérieures pour des appuis postérieurs. Voilà une des indications aussi de l'implantologie basale sur le cas ici que je vous montre, qui est un cas, alors vous ne perdez pas dans la radio, mais on va concerner essentiellement la partie symphysaire. Puisque ça, c'est une patiente qui a ça, qui a un traitement largement depuis là aussi une quinzaine d'années sur classique là, il y a une déformation, mais là, il y a une petite implant lame. Tout ça est toujours en place. On a un problème en ce moment là-dessus, où on a implanté récemment sur ces 2 dents naturelles qu'on a perdues. Donc, elle est édentée sur ce secteur-là. On est en train de mettre 2 implants ici pour ensuite lui revisser. Mais l'objet de la diapo, c'est pas celle-ci, c'est plutôt le bas où ces 2 implants lames sont toujours en place, pose pas de problème. Par contre, c'est les dents antérieures qui ont au bout de 15 ans lâché et qui nous ont vu Je vous montre juste l'état de la symphyse et la largeur et la forme osseuse vraiment en lame de couteau de la partie symphysaire, que vous voyez ici, en 41, 32, dans toute la zone symphysaire. Vous voyez que là, on ne peut pas poser de l'implantologie conventionnelle. Pourtant, il y a une certaine hauteur, hein, donc on va profiter de cette hauteur de crête, fine mais haute, pour pouvoir mettre des implants. Vous la revoyez ici on la voit bien ici sur la partie 3D. On va profiter, on va préparer nos appuis postérieurs, c'est-à-dire changer les appuis postérieurs, on va garder bien sûr nos implants qui sont bien osto-intégrés, mais on va changer les têtes prothétiques, les bridges qui étaient dessus, et on va associer ces anciens implants, une dent qu'on a gardée ici en 45, et on va venir s'appuyer avec 4 implants symphysaires double 10, comme ça, sur lesquels les double 10 viennent s'insérer dans la partie la plus large de la symphyse, et on va pouvoir transvisser à la fois ces implants-là et sceller en télescope avec une prothèse qui est télescopique finalement sur les parties postérieures, qui a été préparée avant, et ensuite il y a un effet de soudure, il y a un phénomène de soudure qui va se faire au laboratoire, et on va mettre tout ça ensemble et usiner tout ça ensemble. L'implant ptérygoïdien, voudrais quand même vous en parler parce que c'est un implant qui est important en implantologie basale. Hein, il nous permet de temps en temps de s'affranchir des parties sinusiennes qui seraient plus difficiles à travailler. Et si on a des bons appuis au niveau du secteur antérieur, on peut être amené à implanter de façon conventionnelle le secteur antérieur et implanter avec 2 ptérygoïdiens et rassembler tout ça sur une armature très rigide avec éventuellement, vous voyez ici avec un arc transpalatin, comme une espèce de plaque stélite qui va relier les deux parties du bridge et qui va rendre la chose la plus hermétique possible. Voilà, ces implants ptérygoïens, moi je les utilise beaucoup parce que soit on a des implants de plaques en relais, soit on n'en a pas pour des raisons, différentes raisons, prothétiques, chirurgicales. Si on a assez de solidité antérieure, on peut s'en passer et à ce moment-là, relier ces implants postérieurs au secteur antérieur. Voilà un ptérygoïdien encore avec un double disque, un implant axial. On va pas
On va passer là-dessus. Voilà un cas encore, vous voyez ce type, vous verrez très souvent après ce type, une fois que vous serez habitué à ce type de diapositive, enfin ce type de panneau, hein, avec deux implants ptérygoïdiens, 18-28, des implants éventuellement associés axiaux ou disques sur les autres parties sur lesquelles on a trouvé du tissu osseux, et une liaison entre tout ça avec une barre transpalatine qui va relier là, non pas un complet finalement, mais deux secteurs unilatéraux qui vont se relier et qui vont se renforcer les uns les autres. On a fait le bas après en mise en charge différée et le cas terminé en haut et en bas. En bas, c'est de l'axial relativement conventionnel. Voilà la barre dont je vous parlais. Alors aujourd'hui, on fait des barres un tout petit peu, on a plutôt tendance, il y a eu une époque où on faisait des barres. Alors pourquoi celle-ci est cette forme? Parce que vous voyez que la zone ici était pas bien prise dans l'empreinte, donc on ne pouvait pas passer ici parce qu'on n'en avait pas réellement la forme, l'anatomie. Donc on est venu sur les parties vraiment où on avait un peu la zone la plus précise du palais. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire entre 6 et 6 des plaques plutôt fines, c'est-à-dire qui passent comme ça transpalatines, mais qui sont plutôt larges. Celles-ci, des fois, de temps en temps, on les vissait au niveau du rafet, on faisait une petite ouverture dans le rafet, on les vissait. C'est souvent ces vis s'en allaient au bout d'un certain temps, c'était des zones d'irritation. Donc l'indication, c'est plutôt sur des plaques, finalement, comme une plaque de stélite, limite, qui relie un peu ces deux zones, qui sont très fines et qui finalement sont très bien tolérées par les patients. Et il s'avère que ces barres, bah, finalement, moi, tous les cas où j'ai mis des barres comme ça, même ce patient-là, il a toujours cette barre en travers. On ne l'a jamais coupée. Donc finalement, c'est des choses que les gens adaptent très bien dans la mesure où c'est fixe. Après, ça fait partie de leur prothèse. Vous verrez que vous ne les enlèverez pas. Il ne faut surtout pas pousser à ce qu'on les enlève. C'est une sécurité pour la bonne durabilité de la prothèse. Voilà un cas d'atrophie extrême. Vous voyez un peu au niveau des scans, ce que ça donne en termes de zone sous-sinusienne. Et une mise en charge immédiate avec deux ptérygots, deux plaques et des implants antérieurs qu'on a pu mettre de façon plus conventionnelle et un disque au niveau de la 14. Et toujours cette barre qui relie sur des cas extrêmes où c'est très difficile, où il faut trouver vraiment une belle rigidité. On l'aperçoit là. Les orifices implantaires après qu'il faut reboucher, évidemment, ceux-là sont en cours d'affinage. Encore un cas où ça c'est un des mes premiers cas d'implantologie basale à l'époque, où j'avais posé des petits disques simples sur une zone qui aurait pu être opérée avec une implantologie classique. C'était simplement une façon de pouvoir opérer de façon sereine euh, mes premiers disques. Et finalement, eh ben, ça avait bien marché, ça avait bien fonctionné, puisque ces disques sont toujours en place aujourd'hui. Ils ont plus de 15 ans et voilà du PRF par-dessus, une technique d'empreinte, un essayage le lendemain. Vous pouvez apercevoir les connectiques planes là sur tout le maxillaire, toute la mandibule et une prothèse transvissée de 6 à 6. Voilà le cas de la radio 15 ans plus tard. Alors maintenant, on a un souci. C'est pas les implants 10 qui me posent problème, c'est ces implants-là, puisque celui-ci, j'ai été obligé de l'enlever ici. Il était alors, pas douloureux, mais il y avait une muqueuse qui n'était pas très jolie, une gêne, du tartre, etc. Au moment de la dépose, eh ben, l'implant bougeait, on l'a déposé. Mais voilà l'intégration des implants, vous voyez, de l'époque. Aujourd'hui, peut-être des implants de 6 millimètres ou choses comme ça pourraient être posés, mais on n'avait pas contrairement à ce qu'on peut penser, on n'avait pas beaucoup d'épaisseur. Et les disques aujourd'hui fonctionnent très bien. Voilà un cas aussi un peu désespéré au maxillaire supérieur d'un avocat local qui avait une dentition maxillaire supérieure un peu dévastée, avec un secteur antérieur qu'on a gardé, les quatre incisives, mais tout le reste étant condamné. On a fait une temporisation avec des petits implants temporaires, que vous voyez à droite, qui sont des micro-filetages comme ça, sur lesquels j'avais mis des petites provisoires. Voilà ces petits implants ici, les provisoires dessus, pour essayer d'avoir quand même un minimum de vie sociale et de vie professionnelle à ce patient, la cicatrisation en attente.
et ensuite l'intervention du ptérygoïdien et des autres implants. Vous voyez là, vous pouvez le deviner, donc sur la partie inférieure, un ostéotenseur dont je vous parlais tout à l'heure, une sorte d'instrument comme ça manuel, comme un pic, comme une banderille, on va dire, et sur lequel on se sert du pic ici pour tester un peu la solidité du tissu osseux et tester un peu la solidité de la tubérosité dans ce cas-là. Voilà la pose d'implant plaque avec des petites vis osséosynthèse qui permettent de le bloquer, qui permettent de bien le stabiliser au mieux. Le ptérygoïdien au fond, deux implants conventionnels en 14, en 24-25, en 23-24, pardon. Les sutures, la prise d'empreinte et les prothèses qui ont été remplacées depuis par des petites zircones et qui, maintenant, ça fait 15 ans là aussi, ça doit faire entre 13 et 15 ans. J'ai encore revu le patient hier matin pour une facette, si, il est revenu pour une petite facette de 20, de 15 en zircone qui s'était un peu cassé. On a poli tout ça, mais il n'y a pas de souci majeur. Il a tout ça en bouche et ça pose aucun problème aujourd'hui. Voilà les deux bridges zircone là qui sont vissés. Alors j'avais fait des rétroalvéolaires, mais j'ai pas eu le temps de les mettre sur le diaporama. J'ai fait deux petites rétroalvéolaires l'autre jour pour montrer la bonne intégration des deux plaques, puisqu'on voit bien le tissu osseux qui a bien recouvert ses plaques et qui permet d'avoir une stabilité sans problème sur ce traitement. Voilà un patient aussi qui était un vrai challenge au niveau chirurgical, avec le cas initial. Vous voyez le peu de tissu osseux qu'on avait sur ce patient, la simulation, vous voyez la mandibule, vous voyez le maxillaire supérieur, ça c'est une simulation Simplan. Vous pouvez apercevoir là, par exemple, l'entraînement qu'on a pu avoir sur un implant ptérygoïdien dans cette zone. Je vous passe là-dessus. Je vous présente juste quelques diapos comme ça de pause. Voilà un disque qui est façonné au niveau mandibulaire et qui peut être torqué un peu comme ça dans tous les sens, quasiment dans tous les sens, qui va s'adapter au tissu osseux. Voilà la prothèse vue de face avec son petit ancrage, vous voyez, au niveau du palais et les axes de vissage. Ce patient-là est toujours en cet état aujourd'hui. Lui, ça fait quasiment, ça va faire, on va presque fêter les 20 ans, on n'en est pas loin. Et on a quelque chose qui n'a absolument pas bougé, qui est dans l'état. Il n'y a pas eu de deuxième prothèse de fait, il est toujours dans cet état prothétique. Hein, vous voyez voir l'intégration des plaques, l'intégration des implants sur ces secteurs, et on voit quasiment plus, vous voyez que les plaques sont mélangées quasiment à la reformation osseuse quasiment par-dessus, qui est venue ramper par-dessus les implants. Donc il faut cette diapo pour vous, en signe de fin pour dire simplement que pour des situations vraiment d'implantologie complexe avec des édentations qui sont vraiment terminales, on a aujourd'hui des solutions qui sont praticables sous anesthésie locale dans des cabinets d'omnipratique, moyennant un peu d'organisation et un peu d'entraînement et de pratique. On peut trouver des solutions quasiment à toutes les situations d'édentation terminale. Si pourvu de se renseigner, pourvu d'être curieux, qu'il faut s'entraîner, connaître ces techniques. Aujourd'hui, il existe un DU d'implantologie basale à Nice, évidemment, depuis 20 ans. On a fêté les 20 ans l'année dernière, enfin cette année, non, en juin. Il existe, et j'en fais partie des animateurs et des formateurs, des enseignants depuis l'année dernière, puisqu'on va finir la première session, la première promo, un diplôme d'implantologie basale à Clermont-Ferrand qu'on a mis en place avec le docteur Deschaumes. Et c'est a priori, bon, on verra bien, mais enfin, a priori, une bonne, belle réussite. Et on a une quinzaine d'étudiants qui sont passionnés par ça, sur qui le travail à la fac est formidable, avec beaucoup de cas cliniques et beaucoup de chirurgie. Et on apporte, grâce à cette technique, vraiment des solutions aux gens qui jusqu'à maintenant, avaient vraiment étaient vraiment dans le désespoir de trouver des solutions pour des prothèses fixes. Voilà une belle ville du Puy pour vous dire, voilà, fin un peu de cette
de cette intervention de ce soir, elle pourrait être beaucoup plus longue, beaucoup plus complète, elle durerait beaucoup plus longtemps. C'est juste un abord qui vous permet de toucher du doigt ce type d'implantologie, en sachant que c'est de l'implantologie qui n'est pas réservée à des praticiens hospitaliers, à des chirurgies sous anesthésie générale et qui peuvent se faire en implantologie, en cabinet d'omnipratique sous local, moyennant un minimum d'organisation, minimum j'allais dire, de travail et d'engagement personnel pour pouvoir faire ce type de chirurgie et proposer ces solutions. Voilà Alexis, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez Je des, vais réactiver les micros de tout le monde, comme ça, s'ils ont des questions, ils vont pouvoir intervenir. j'y réponds avec plaisir. En étant sûrement, bon, j'ai sûrement été trop rapide ou trop long ou trop rapide sur certaines zones. À vous, voilà, c'est l'occasion de me questionner si vous avez, si je peux y répondre, avec plaisir. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de micro, au cas où il y a le chat, vous pouvez interagir et poser des questions, on y répondra avec plaisir. C'est une implantologie qui, simplement, au niveau des, j'allais dire, au niveau de nos praticiens, demande simplement de changer nos habitudes un peu, hein. On n'est pas dans une implantologie protocolisée avec des forêts. Certes, il y a des protocoles à respecter, mais il y a une conduite à tenir un peu à respecter. Mais c'est surtout une philosophie et une façon de travailler qui fait que il faut avoir une grosse capacité d'adaptation et une adaptation au terrain qui est permanente. C'est-à-dire qu'il faut être capable de changer son plan de traitement, j'allais dire quasi au dernier moment, mais c'est pas très grave ça, à la mesure où on maîtrise les fondements ou si le cabinet est bien équipé pour avoir du matériel de stock et pour pouvoir justement passer d'une façon, d'un type de technique à une autre. Il faut avoir des patients très conciliants, il faut avoir des patients avec qui on parle, avec qui on discute, avec qui on explique. Même si aujourd'hui un patient, que ce soit un implant basal ou un implant axial, j'ai pas connu un patient, moi, qui me faisait la différence et qui me disait qu'il voulait telle ou telle technique. Donc il faut vraiment là-dessus être vraiment clair, hein. On fait on arrive à faire au cabinet en réalité ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire, sur lequel les techniques que l'on maîtrise et qui nous paraissent bonnes pour eux. C'est avant tout des techniques où on les fait pas si on n'est pas convaincu de ces techniques-là, et si on n'est pas convaincu qu'on se les ferait pour soi-même. Si on les fait pas pour soi-même, on les fait pas aux autres. Mais dans la mesure où vous savez que ça fonctionne et que vous pouvez répondre à certaines situations, et c'est des techniques passionnantes parce que vous rentrez dans un monde qui est assez différent de l'implantologie conventionnelle. Et ben, pour l'instant, on n'a pas de questions. Il y a une personne qui vous remercie pour Je votre... prenne mes coordonnées sans problème, hein, je les laisse afficher pour que si vraiment ils ont tout d'un coup une question qui leur vient dans la nuit ou dans les jours qui viennent, ils n'hésitent pas à me contacter ou voilà, à me faire un petit topo, un mail, une question et je répondrai avec plaisir. Je ne sais pas si vous voyez le chat, docteur Marcon. Il y a Non, deux personnes qui vous félicitent et qui elles disent qu'elles ont beaucoup appris. Voilà. ben Donc, écoutez, il a l'air de ne pas avoir de questions, mais j'espère qu'elles ont beaucoup appris. J'espère surtout d'avoir suscité la curiosité, d'avoir suscité oui, la curiosité, l'envie d'aller chercher plus loin, l'envie de voir plus loin ce type de choses, parce que c'est vraiment, moi je me bats pour ces techniques parce qu'on entend tellement de choses abracadabrantesques là-dessus que je me bats là-dessus et je suis un praticien tout à fait, on va dire, conventionnel, classique, dans un milieu semi-rural. Vous voyez que ça reste une ville, certes, mais c'est une petite ville, hein. On a un bassin de 50 000 habitants au Puy-en-Velay, on n'est pas dans un centre universitaire, on n'est pas. Voilà. Et on peut aujourd'hui répondre à faire ce genre. Je n'ai pas quasiment pas de correspondants. Une implantologie qui malheureusement entraîne peu de correspondants, sauf des gens vraiment qui délèguent totalement les patients parce qu'ils veulent absolument pas s'en occuper de A à Z. Mais je n'ai pas un travail de correspondant avec eux. J'ai j'ai très peu de gens, très peu de praticiens qui sont curieux de ces techniques-là. C'est des techniques malheureusement qui sont souvent soit, j'allais dire, bien pratiquées et sur lesquelles on a un engagement personnel très fort parce qu'on y croit et qu'on adore ça. Moi, j'adore faire ce type de chirurgie. Soit on a une espèce de frein qu'on a dans la profession vis-à-vis de ça, alors qui s'explique par le fait que
Il y a eu très peu de formation là-dessus. Le seul praticien qui les faisait était peut-être de renommée et qui fait une personnalité telle que difficulté de dialogue, je sais pas. Voilà, c'est tout un tas pour tout un tas de raisons. Et on touche à quelque chose qui est assez spécifique, qui est assez unique et qui, bizarrement, soit entraîne l'adhésion totale et la passion. Je vois les étudiants à Clermont sont passionnés par ça. Je pense qu'ils n'étaient pas venus, ils sont stupéfaits par ce qu'ils y apprennent et par ce qu'ils y voient et qui changent totalement leur activité et leur approche de l'implantologie où on est complètement freiné. Voilà, on met vraiment des œillères et des freins totaux avec ce type de technique et finalement on se passe malheureusement et on rentre dans des techniques sophistiquées, très longues, très difficiles, très iatrogéniques, et que moi j'ai abandonné depuis longtemps, puisqu'il y a très longtemps, par exemple, que j'ai pas fait un soulevé de sinus, pourtant je savais les faire, j'en faisais des dizaines, j'en ai fait des dizaines. Ça ne veut pas dire que c'était des échecs, j'ai pas eu des échecs retentissants avec les soulevés de sinus. Simplement, pour moi, c'est aujourd'hui beaucoup plus simple de traiter une plaque et de poser une plaque que de gérer un sinus et une mise en charge différée de sinus. Et hormis pour des édentations encastrées, vraiment dents unitaires d'une cisse qui est encastrée par des dents naturelles et qui fait qu'encore là, sur un sinus très accessible, on peut encore avoir une indication de greffe sous-sinusienne. Mais on change vraiment sa pratique avec ce type de chirurgie. Ou du moins, on ouvre une trousse à outils qui est énorme et qui permet de résoudre des tas de problèmes, quoi. On peut aussi penser, je ne l'ai pas abordé, mais que ça peut être l'implantologie basale et souvent peut être, malheureusement, elle n'est pas souvent, mais elle pourrait l'être beaucoup plus souvent, une alternative aux échecs implantaires, aux classiques. C'est-à-dire que quand on a un cas d'échec implantaire vraiment assez important, enfin, peu important ou très important, l'implantologie basale peut être une alternative justement à ce type d'échec et à pouvoir solutionner des problématiques comme ça importantes. Et ça, on n'en parle pas assez. Et les praticiens n'en parlent pas. Et les praticiens qui ont des échecs implantaires n'en parlent pas parce que c'est aller vers quelque chose d'inconnu pour eux et malheureusement qui pourrait souvent leur solutionner des situations qui sont au départ très complexes. Eh ben, merci docteur en tout cas pour cette belle présentation. Voilà, eh bien, écoutez, moi, il faut m'arrêter, autrement je peux continuer toute la soirée. Donc, Bah, je pense qu'on va merci à s'arrêter là. ceux qui ont eu la patience entre 7 heures et 8 heures de m'écouter un peu. Et puis j'espère à bientôt de vous rencontrer pour d'autres webinaires ou à d'autres occasions. N'hésitez pas surtout à me contacter directement ou par l'intermédiaire de Visi, éventuellement d'avoir mes coordonnées et puis de pouvoir dialoguer avec moi ou venir nous voir au puits avec plaisir. Avec grand plaisir. Eh ben, merci docteur, Si, Merci, bonne soirée. docteur. tous les participants et à très bientôt. Allez, au revoir, à bientôt.